Lors de la fête organisée pour le 60e anniversaire de ma belle-mère, ma belle-sœur m'a giflé à 2 reprises devant tout le monde. Je lui ai instantanément rendu l'appareil et dans la foulée, je l'ai fait licencier d'un poste au salaire astronomique que je lui avais moi-même obtenu. Toute ma belle famille en est restée sans voix. Dans le monde de l'entreprise, je suis une cadre dirigeante qui impose le respect. Mais au beau milieu de cette célébration, j'ai été publiquement humiliée par la famille de mon mari. Cependant, au lieu de baisser la tête, j'ai lancé une contre-attaque dévastatrice, inversant les rôles et faisant payer le prix fort à cette famille de parasites. Que s'est-il passé exactement? Le trafic hivernal à Paris est toujours si dense qu'il en devient étouffant. J'étais assise dans ma voiture, avançant à peine sur les quais de Seine, le cœur battant à tout rompre. C'était aujourd'hui le dîner d'anniversaire de ma belle-mère Domitille pour ses 60 ans. Le banquet se tenait dans l'un des salons privés les plus exclusifs du Triangle d'Or, un lieu que j'avais personnellement réservé et payé 1 mois à l'avance, juste pour qu'elle puisse parader devant sa famille élargie. La raison de mon retard était un bracelet. Plus tôt dans l'après-midi, j'avais reçu un appel de mon joaillier habituel sur la place Vendôme, m'informant que la pièce sur mesure était prête. Il s'agissait d'un bracelet en or blanc incrusté de saphirs et de diamants d'une valeur de plus de 30 000 € que j'avais spécialement commandé pour ma belle-mère. Je voulais aller le chercher personnellement pour m'assurer qu'il était irréprochable. L'inspection et l'emballage ont pris plus de temps que prévu et un carambolage plus loin sur l'avenue avait complètement paralysé la circulation. J'avais appelé Gontran, mon mari, pour lui expliquer la situation et lui avais demandé d'arrondir les angles avec sa mère pour qu'elle comprenne. Lorsque je me suis précipitée dans le hall du restaurant, serrant contre moi l'écrin en velours bleu marine, l'horloge affichait 22 heures. En poussant les lourdes portes en acajou du salon VIP, j'ai préparé mon meilleur sourire et mes excuses les plus sincères. Mais avant même que je puisse prononcer un mot, une ombre a fondu sur moi comme un ouragan. Clac, clac. 2 gifles brûlantes ont atterri de plein fouet sur mes joues. La force du coup a été telle que j'ai trébuché les oreilles bourdonnantes pendant une fraction de seconde. L'écrin de velours a failli m'échapper, mais j'ai réussi à le retenir. L'immense salon privé, où près de 50 membres de la famille élargie de mon mari s'étaient réunis, a plongé dans un silence de mort. Les rires et les conversations ont cessé instantanément, tous les regards de la pièce braqués sur moi. Je suis restée paralysée sur le pas de la porte, une joue rouge feu portant l'empreinte brûlante des doigts. La personne qui venait de me frapper était Zéphirine, la jeune sœur adorée de Gontran. Elle se tenait juste devant moi, les mains sur les hanches, les yeux écarquillés et déséquilibrés, son maquillage légèrement abîmé par sa rage absolue, pointant un doigt manucuré vers moi. Elle a hurlé d'une voix perçante qui a résonné contre les lustres en cristal. « Quel genre de belle fille es-tu » C'est le jour le plus important de la vie de ma mère. Toute notre famille a dû t'attendre pendant 2 heures. Tu crois que sous prétexte que tu es une grande directrice générale adjointe dans ton entreprise, tu peux débarquer dans cette famille et piétiner ma mère? J'ai cligné des yeux essayant de retrouver mon sang-froid après le choc. La brûlure sur mon visage n'était rien comparée au poids écrasant de l'humiliation qui oppressait ma poitrine. J'ai regardé autour de moi. Les tantes et les cousins de Gontran m'observaient avec une attention intense et une sorte de satisfaction malsaine. Pas une seule personne ne s'est avancée pour arrêter Zéphirine. Pas une seule personne n'a demandé si j'avais eu un accident ou une urgence en cours de route. Ils me regardaient comme une pécheresse qui venait de recevoir son juste châtiment. Zéphirine a levé le menton, a jeté un regard de côté au sac en papier de créateur contenant le cadeau et a lâché un ricanement dégoulinant de mépris. Ne crois pas que tu peux ramener une babiole bon marché et te racheter. Si tu ne respectes pas ma famille n'a pas besoin de ta présence. Tu crois qu'être cadre dirigeante fait de toi une reine. Dans cette maison, tu n'es que la belle-fille, et tu dois apprendre ta place et respecter les règles. Ma mère est trop gentille. C'est pour ça qu'elle te laisse faire ce que tu veux. Mais tu ne vas pas jouer à ça avec moi. Chaque mot de Zéphirine était un couteau remué dans ma fierté. Je suis la directrice générale adjointe de l'un des plus grands conglomérats de e-commerce en France, gérant des milliers d'employés. Dans le monde professionnel,
Je maintiens toujours une attitude mesurée impeccable, et j'impose un respect absolu. Et pourtant, aujourd'hui, lors d'une fête somptueuse payée à la sueur de mon front, j'étais publiquement humiliée par une belle-sœur au chômage, qui se laissait porter par la vie à mes frais. J'ai pris une grande inspiration, réprimant la fureur qui bouillonnait en moi, et j'ai tourné mon regard vers la table d'honneur. C'est là qu'était assis l'homme que j'appelais mon mari depuis 3 ans. J'ai attendu une réaction, une tentative pour me protéger ou au moins quelques mots pour calmer le jeu. Mais Gontran est resté assis aussi impassible qu'une statue. Il portait un costume sur mesure ridiculement cher que j'avais moi-même récupéré au pressing le matin même. Face à la scène de sa femme agressée et verbalement violentée par sa sœur, Gontran n'a même pas froncé les sourcils. Nos regards se sont croisés. J'ai cherché une once d'empathie dans ses yeux, mais je n'y ai trouvé que de l'agacement et de l'irritation. Avec un calme absolu, il a porté un morceau de tourne-dos. Rossini à sa bouche a mâché lentement, à poser sa fourchette et à parler. « C'est ta belle-sœur, tu vas rester là à te disputer avec elle. Viens ici, tout de suite, présente tes excuses à ma mère et sers-lui un verre de vin. Ne laisse pas les autres penser que dans notre famille, nous ne savons pas recadrer nos belles-filles. Tu me fais perdre la face devant tout le monde. » J'étais abasourdie. Le mot « face » sortant de sa bouche était une blague cruelle. Il s'inquiétait de perdre sa dignité devant ses proches, mais il était parfaitement disposé à piétiner le respect de la femme qu'il avait soutenue contre vent et marée. Les mots de Gontran ont été le feu vert pour que le reste de la salle s'en mêle. La tante de Gontran a plissé le nez et a déclaré « Gontran a raison. Les femmes d'aujourd'hui se croient supérieures juste parce qu'elles gagnent quelques euros. » Arrivé avec 2 heures de retard à l'anniversaire de sa belle-mère, notre famille a des traditions. Une belle-fille, comme ça, c'est un désastre. Tes parents étaient probablement trop occupés par leur petit commerce pour t'apprendre à être une épouse digne de ce nom. Les entendre mêler mes parents à ça pour se moquer de moi a poussé ma patience à son extrême limite. J'ai regardé ma belle-mère. Domitille portait une élégante robe de créateur et une parure de perles de Tahiti que je lui avais offerte à Noël dernier. Elle s'est adossée à sa chaise sirotant son sein. Émilion Grand cru validant totalement l'insolence de sa fille et la cruauté de son fils, voyant que je n'avais pas bougé d'un pouce. Elle a posé son verre sur la table et a rendu son verdict cinglant. « Écoute-moi bien, Olympe. Chez les Beaumont, nous avons toujours valorisé la loyauté et les bonnes manières, pas l'argent. Je me fiche de ton titre ronflant, à la défense. Mais quand tu franchis le seuil de ma famille, tu dois connaître tes obligations. Si Zéphirine t'a giflé, c'était pour te rappeler à ta place. N'apporte pas ton arrogance d'entreprise dans cette famille. Si tu manques d'éducation, nous te l'apprendrons ici. Maintenant, fais ce que dit ton mari. Présente tes excuses à moi et aux aînés de cette famille. » Mon cœur est devenu complètement de glace. Tous mes sacrifices de ces 3 dernières années pour cette famille avaient été comme jeter de l'eau dans un puits sans fond. Je m'étais inquiétée pour eux, jour et nuit. J'avais payé l'entière rénovation de la vieille maison de campagne de mes beaux-parents dans la Creuse. J'avais utilisé mon réseau pour trouver des emplois à leurs proches et je donnais à Zéphirine une généreuse allocation mensuelle pour ses caprices. Mon dévouement absolu n'avait été récompensé que par du mépris et une cupidité insatiable. Il considérait que ce que je faisais était une obligation inhérente, une soumission naturelle. La gifle de Zéphirine ne m'avait pas fait autant de mal que l'indifférence de Gontran et la pure malveillance de sa mère. La vérité devenait d'une évidence aveuglante. Il ne m'avait jamais considéré comme un membre de la famille. J'étais juste une machine à billets, un distributeur automatique. Et quand ça les arrangeait, ils étaient prêts à m'écraser pour élever leur prétendue valeur familiale traditionnelle. Voyant que je refusais toujours de bouger, Zéphirine s'est sentie pousser des ailes. Elle a marché vers moi, a croisé les bras et a penché la tête avec une arrogance si épaisse qu'elle en devenait presque comique. « Tu es sourde. Ou ton bureau d'angle te manque tellement que tu ne daignes pas t'excuser. Arrête de jouer les victimes. Tu crois que ta boîte est si incroyable que ça? Si mon frère Gontran ne m'avait pas supplié à genoux d'aller sauver ton entreprise en faillite, je n'aurais jamais accepté le poste de directrice générale déléguée. » J'ai plissé les yeux. Directrice générale déléguée d'une entreprise en faillite.
Ce que Zéphirine recrachait n'était que pur délire. Mon conglomérat était le leader du marché du e-commerce en France, affichant des profits records au trimestre dernier. Le poste de DGD était effectivement vacant et j'étais la cadre directement en charge du recrutement de la direction. Zéphirine a rejeté en arrière ses cheveux décolorés et a annoncé d'une voix forte, s'assurant que toute la salle l'entende. « Tantes, oncles, écoutez bien. Gontran m'a obtenu le poste de directrice générale déléguée dans l'entreprise d'Olympe. Le salaire de base commence à 200 000 € par an, sans même compter les primes de performance et les stocks options. Parce qu'Olympe est nul en gestion et que la structure interne de l'entreprise est un désastre. Gontran a eu pitié d'elle et m'a demandé de prendre la barre. À partir de lundi prochain. J'assume officiellement le rôle et j'aurai tout le personnel sous mes ordres, y compris elle. Je vais être ta patronne, Olympe. Alors tu as intérêt à commencer à prendre ta place tout de suite. » La salle entière a éclaté en murmures d'admiration et d'éloges. Les tantes rivalisaient de flatteries envers Zéphirine, la qualifiant de jeune prodige, et elles louaient le pouvoir immense et la vision de Gontran pour avoir assuré à sa sœur un rôle avec un salaire aussi astronomique. Il me regardait de haut, me traitant comme un échec incompétent sur le point d'être licencié. J'ai regardé Gontran. Son visage irradiait une satisfaction arrogante. Il bombait le torse, s'imprégnant des louanges de ses proches avec un sourire suffisant. Puis, une vérité dégoûtante s'est imposée à mon esprit. Gontran était un superviseur des ventes de niveau intermédiaire dans une petite entreprise de logistique, grattant à peine 3 000 € net par mois. Pourtant, il avait eu l'audace absolue d'inventer une fantaisie héroïque, se proclamant le sauveur de mon énorme entreprise, et trompant toute sa famille en prétendant qu'il avait le pouvoir de nommer sa sœur à un poste de direction avec un salaire faramineux. Récemment, Gontran m'avait harcelé sans relâche pour que je trouve un emploi à Zéphirine dans mon entreprise. Par amour pour mon mari, j'avais fini par céder et je lui avais offert un poste d'assistante administrative de premier niveau en période d'essai. Les ressources humaines lui avaient envoyé l'email officiel d'offre ce matin même. Je n'aurais jamais imaginé que par les mensonges pathologiques de Gontran et les délires de grandeur de Zéphirine, un simple poste d'administration avait été transformé en titre de directrice générale déléguée, juste pour qu'ils puissent parader devant leurs proches. Ils avaient bâti leur arrogance démesurée sur un socle de mensonges éhontés. Ils m'humiliaient uniquement pour caresser leur ego pathétique. Ma patience était officiellement épuisée. Dans mon cœur, il n'y avait plus aucune place pour l'indulgence ou la soumission. J'ai fixé directement les yeux de Zéphirine, mon regard aussi tranchant et froid que la glace. Voyant sa fille célébrer le viage de ma belle-mère, s'est détendue en un sourire triomphant. Pointant un doigt vers moi, elle a commandé avec l'autorité d'une reine. « Tu l'as entendu ? Très bientôt, Zéphirine sera ta supérieure. Elle sera l'héroïne qui sauvera ton emploi. Et pourtant, tu oses te pointer ici avec ce regard amer. Tu es mal élevée et ingrate. Pose le sac de déchets que tu tiens. Viens ici et excuse-toi à la seconde. Vite. Si tu ne me satisfais pas aujourd'hui, je dirai à Gontran de te jeter à la rue. » Je n'ai pas hurlé de fureur. J'ai simplement trouvé toute la situation effroyablement comique. J'ai levé le sac en papier de créateur à la hauteur des yeux et j'y ai glissé lentement la main en sortant l'exquis écrin en velours bleu marine. La lumière des lustres en cristal du restaurant a frappé la boîte, lui conférant une aura indéniable de luxe extrême. J'ai regardé ma belle-mère droit dans les yeux, ma voix calme mais claire et résonnante. « Vous avez raison, demi-tille. Je n'aurais pas dû apporter ça ici. C'est beaucoup trop élégant et noble. Et ça ne correspond pas du tout à la profonde hypocrisie de cette pièce ou des gens qui s'y trouvent. » Sur ce, j'ai ouvert les doigts. La boîte est tombée en chute libre sur le sol en marbre dur. Le couvercle a sauté sous l'impact et le bracelet éblouissant de diamants et de saphirs a violemment percuté le sol. Le bruit des pierres précieuses et de l'or blanc lourd frappant la pierre était aigu et coupant, réduisant instantanément le tumulte de la pièce au silence. Le bracelet gisait là, sur le sol, l'or cabossé avec quelques saphirs détachés qui roulaient en accrochant la lumière. C'était une beauté radieuse maintenant, totalement tragique. C'est une pièce sur mesure exclusive, conçue par l'un des meilleurs joailliers de la place Vendôme, qui a nécessité 2 mois de travail. Sa valeur dépasse les 30 000 €.
Je pensais vraiment que ce cadeau prouverait mon affection et vous ferait abandonner vos préjugés contre moi. Mais le bijou est brisé maintenant. Tout comme la toute dernière trace d'affection que j'avais pour cette famille, il a complètement disparu. Zéphirine fixait le sol, les yeux exorbités. Même si elle n'y connaissait pas grand-chose en haute joaillerie, l'éclat aveuglant et le poids de l'artisanat du bracelet suffisaient pour que n'importe qui réalise qu'il était astronomiquement cher. « D'où Jésus » a hurlé ma belle-mère avec une horreur absolue. Elle a repoussé, sa chaise a bondi et s'est jetée vers le bijou brisé. Elle est tombée à genoux, les mains tremblantes, alors qu'elle ramassait les morceaux du bracelet. Elle était aussi pâle qu'un fantôme balbutiant. En tant que femme avide et obsédée par le luxe, elle a instantanément reconnu l'immense perte financière. « Quel genre de sauvagerie as-tu faite? Ce bracelet, combien coûtait-il, espèce de sorcière ?» a-t-elle crié, pleurant de vraies larmes de douleur face à l'argent perdu. Elle m'a fusillé du regard, donnant l'impression de vouloir me dévorer toute crue. Gontran a aussi accouru. Il a vu le bijou ruiné et a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es folle, Olympe. Tu sais à quel point c'est cher. Et tu oses le détruire. Tu essayes de détruire cette famille. » Je me suis tenue parfaitement droite, les bras croisés, les regardant avec une pure pitié. Je n'ai pas versé une seule larme. Mon esprit était incroyablement lucide et froid. Ce mariage avait été une erreur colossale. Et aujourd'hui, j'allais y mettre fin de mes propres mains, en commençant par anéantir toutes leurs illusions. J'ai regardé le visage ridé de ma belle-mère agonisant sur la valeur monétaire et l'indignation feinte de Gontran, et j'ai laissé échapper un sourire sarcastique. Ce bracelet m'a coûté 30 000 €. Ça devait être votre cadeau d'anniversaire, mais je viens de réaliser que des gens aussi éhontés et misérables que vous ne méritent pas un seul centime de mon argent. Mes mots ont laissé tout le monde dans la pièce totalement stupéfait. 30 000 € pour un cadeau d'anniversaire était un chiffre que la famille Beaumont ne pouvait pas concevoir dans ses rêves les plus fous. Ma belle-mère a porté la main à sa poitrine, respirant lourdement, serrant les restes du bracelet, pendant que ses yeux brûlaient de rage. Zéphirine a bondi et s'est de nouveau jetée vers moi, se préparant clairement à me donner une autre gifle. « Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux? Attends un peu que je prenne la direction lundi. Je te mettrai à la porte, et on verra d'où tu sortiras l'argent pour être si arrogante à ce moment-là. » J'ai rapidement repoussé le bras de Zéphirine d'un revers sec, la faisant trébucher en arrière. Sans daigner discuter davantage, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai composé le numéro du directeur des ressources humaines de mon conglomérat. Je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai poussé le volume au maximum pour que chaque parent fouineur de la pièce puisse entendre parfaitement. À la 3e sonnerie, il a décroché et la voix très respectueuse de Cyprien a résonné dans la pièce. « Bonsoir Olympe. De quoi avez-vous besoin à cette heure-ci, patronne ?» La pièce est tombée dans un silence de cimetière. Les proches qui flattaient Zéphirine et Gontran quelques instants auparavant se regardaient maintenant avec une perplexité totale. Zéphirine s'est figé son visage, passant d'un rouge cerise à une pâleur fantomatique et maladive. Gontran a reculé d'un pas balbutiant, quelque chose d'inaudible. Avec un ton ferme et autoritaire, la voix d'une véritable dirigeante, j'ai donné mes ordres. Cyprien, écoutez bien mes instructions. Annulez immédiatement la promesse d'embauche pour le poste d'assistante administrative en période d'essai de Zéphirine Beaumont. Notre entreprise n'accepte pas les individus dépourvus d'éthique ou de discipline de base. De plus, rédigez une note interne pour placer son nom sur la liste noire de l'entreprise et envoyez-la à la première heure demain matin à toutes nos entreprises partenaires dans le secteur de la French Tech et du Blivour Tantois les entreprises, e-commerce. Je ne veux pas voir son nom traverser un seul bureau RH de tout notre écosystème d'entreprise. À l'autre bout du fil, Cyprien n'a pas hésité une microseconde. Bien compris, madame la directrice. Je vais bloquer l'email, retirer l'offre et bloquer son profil dans notre système immédiatement. L'alerte sectorielle partira demain à 8 heures précises. Ne vous inquiétez de rien. J'ai raccroché et glissé le téléphone dans mon sac de créateur. La tension dans la pièce était si épaisse
qu'on aurait pu la couper au couteau. Le grand fantasme du poste de direction avec un package en or massif avait été impitoyablement écrasé devant des dizaines de proches. J'ai fait un pas en avant acculant Zéphirine dans un coin. Elle a reculé tremblante, la panique absolue se reflétant dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, Zéphirine ? Tu t'es réveillée. Dans mon entreprise, il n'y a pas de place pour les parasites paresseux qui se pavanent en agissant comme s'ils étaient les propriétaires. Directrice générale déléguée, tu n'es même pas qualifiée pour nettoyer les toilettes de la direction à notre siège. À partir de maintenant, débrouille-toi dans la vie et distribue tes CV dans la rue si tant est que quelqu'un veuille de toi. » J'ai prononcé chaque mot lentement pour qu'il s'imprègne dans les tympans de ces imbéciles avides. Ce n'était pas de la vengeance. J'étais simplement en train de les traîner pieds et poings liés vers la réalité. J'utilisais le pouvoir que j'avais bâti de mes propres mains pour freiner leur arrogance, les forçant à ouvrir les yeux et à regarder leur propre misère pathétique. Parfois, pour que quelqu'un change d'attitude, il faut lui jeter un seau d'eau glacée sur la tête. Et ce banquet d'anniversaire allait être le grand final de ma soumission. Le salon VIP était si calme qu'on pouvait entendre le bourdonnement du système de climatisation. Ce silence ne naissait pas du respect, mais de l'immense onde de choc qui venait de frapper toutes les personnes présentes. Mon appel téléphonique avait complètement démoli le rideau théâtral de mensonges que Gontran et Zéphirine avaient tissé pour éblouir leur famille. Gontran est resté paralysé pendant un long moment. Son visage est passé de la rougeur d'un égo blessé au blanc livide et enfin à une teinte violette violente, due à la pure colère et à l'embarras. Voir ces mensonges exposés juste devant toute sa famille paternelle détruisait la fierté d'un homme aussi douloureusement vaniteux que lui. Il ne pouvait pas accepter que la femme qu'il venait de laisser se faire humilier par sa mère était en fait celle qui détenait le contrôle absolu. À pas rapides et furieux, il a chargé vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang. Pointant un doigt sur mon visage, il a hurlé, essayant de sauver une once de son autorité pathétique. « Olympe, tu as complètement perdu la tête », rappelle Cyprien tout de suite. « Tu dois annuler cet ordre. À quel genre de jeu malsain joues-tu devant les aînés de cette famille? Tu ne te rends pas compte que tu fais de moi la risée de tous? Comment ma mère et ma sœur sont-elles censées supporter cette humiliation? Rends son travail à corps. Zéphirine tout de suite ou assume les conséquences. Je suis restée sur mes positions, la posture ferme, sans détourner le regard d'un millimètre fixant intensément l'homme que j'appelais mon mari depuis 3 ans. À cet instant, je n'ai vu aucune trace du garçon doux et travailleur dont j'étais tombée amoureuse à l'époque. Devant moi se tenait un homme lâche et irresponsable, prêt à piétiner l'honneur de sa femme, juste pour protéger sa propre vanité préfabriquée. Me voyant rester silencieuse, Gontran a cru que j'étais intimidée. Il a fait un autre pas, tendant la main pour m'attraper par les épaules et me secouer. Mais avant même que ses mains ne puissent effleurer mon manteau, j'ai levé le bras. Clac. Une gifle magistrale a résonné dans la pièce. J'avais canalisé chaque once de frustration, de déception et de dégoût total, accumulé au cours de 3 années d'un mariage sans issue pour frapper sa joue. Gontran a trébuché en arrière, se tenant le visage, où le contour rouge vif de 5 doigts était parfaitement marqué. Il m'a dévisagé, les yeux écarquillés et la mâchoire pendante complètement incapable de réaliser que sa femme toujours si patiente, toujours la pacificatrice, avait osé le frapper en public. Je l'ai regardé la voix aussi tranchante qu'un scalpel. Cette gifle, c'est pour ta lâcheté et ton indifférence. Quand ta sœur m'a insulté et agressé, sans aucune raison, tu es resté là calmement, à manger tes entrées. Tu as essayé de me forcer à m'excuser auprès de mon bourreau, juste pour protéger ton image. Un homme qui ne défend pas sa femme et se joint à la meute pour l'écraser ne mérite pas d'être appelé un mari. Voyant son frère frappé, Zéphirine a poussé un hurlement perçant et guttural. Comme un animal acculé complètement dépourvu de raison, elle m'a chargé, les mains levées comme des griffes, prête à m'arracher les yeux. Tu oses frapper mon frère. Je vais te tuer avant qu'elle ne puisse me toucher. Je l'ai esquivé avec une agilité maîtrisée. Avec un réflexe foudroyant, j'ai levé la main
et je lui ai infligé un aller-retour, brûlant sur le visage, une de la main droite, une de la gauche. Clac, clac. 2 frappes lourdes et précises qui ont complètement déséquilibré Zéphirine, l'envoyant s'écraser face la première sur une chaise vide. Ses cheveux décolorés étaient emmêlés et couvraient la moitié de son visage. Je ne l'avais pas frappée par pure cruauté. J'établissais les limites du respect, une ligne que cette famille avait franchie sans une once de honte. Je te rends ces 2 gifles. C'est une leçon basique de décence humaine que ta mère a clairement oublié de t'enseigner. Dans le monde réel, tout le monde ne va pas tolérer ton arrogance et ton insolence. À partir de maintenant, ne me parle plus jamais sur ce ton de supériorité. Tu n'en as pas gagné le droit. L'immense salle à manger est retombée dans un silence stupéfait. Les regards des tantes qui se moquaient de moi plus tôt étaient maintenant remplis d'une terreur absolue. Elles me regardaient comme si j'étais une parfaite inconnue. Personne n'a osé intervenir. Et personne n'a fait un pas pour défendre Gontran ou Zéphirine. Ils réalisaient enfin que la femme qui se tenait devant eux n'était plus la belle-fille soumise et facilement manipulable, mais une véritable puissance du monde des affaires avec une détermination et une autorité intouchables. Ma belle-mère, après être restée paralysée un long moment, tout en serrant les ruines du bracelet en saphir et en me regardant gifler ses 2 enfants, est finalement sortie de sa stupeur. Le chagrin de l'argent perdu, mêlé à sa rage bouillonnante, a rendu son visage violemment rouge, les veines de son front palpitantes. Elle a jeté les restes du bracelet sur le sol, s'est levée brusquement et m'a pointé du doigt sifflant de fureur. Mon Dieu du ciel! Une belle fille qui bat son mari et sa belle-sœur à un anniversaire de famille. Quelle honte absolue pour les Beaumont. Nous avons eu le terrible malheur de laisser entrer une vipère comme toi dans notre maison. Le divorce Gontran, j'exige que tu divorces à l'instant. Je ne tolérerai pas cette misérable ingrate dans ma famille une seconde de plus. J'appellerai mon avocat. Cite, 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 zan. Les angèles vous voient, concieux des voix. Je ferai en sorte que le tribunal divise les biens exactement en 2. Et je la laisserai à la rue avec rien d'autre que les vêtements qu'elle a sur le dos pour payer les dommages causés à cette famille. Entendre ma belle-mère hurler de me voler mes biens ne m'a pas effrayée. Au lieu de cela, j'ai laissé échapper un rire froid et aigu. La cupidité de cette famille ne connaissait absolument aucune limite, et leur ignorance juridique était tout aussi stupéfiante. Ils pensaient vraiment qu'en m'épousant, ils possédaient automatiquement la moitié de tout ce que j'avais construit. Je me suis dirigée vers une chaise voisine. J'ai lentement ouvert mon sac de créateur et j'en ai sorti une élégante chemise cartonnée. Je l'ai jetée sur la table en verre directement devant Gontran et sa mère. « Vous voulez me jeter à la rue avec rien ? Ouvrez les yeux et lisez ces papiers. Voici le titre de propriété de notre duplex de luxe à Saint-Germain-des-Prés. Et voici la carte grise du Range Rover garé dehors. Les 2 sont enregistrés sous un seul nom, le mien. De plus, la date d'achat est antérieure à mon mariage avec Gontran. Ils ont été achetés avec mes économies personnelles et mes investissements. Nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Et la loi française est d'une clarté limpide à ce sujet. Vous n'avez pas droit à 0,1% de ces actifs. Ma belle-mère a attrapé les papiers avec des mains tremblantes. Même si elle ne comprenait pas le jargon juridique dense les dates en gras et mon nom clairement imprimé en tant que seul propriétaire, suffisait à lui donner le vertige. Elle a trébuché en arrière et s'est effondrée sur sa chaise balbutiant. Ce n'est pas possible. Mon fils m'a dit qu'il avait fait fortune, qu'il avait acheté le duplex et la voiture. Je me suis tournée vers les proches qui buvaient mes paroles et j'ai porté ma voix pour démanteler entièrement la façade de mon lâche de mari. Je suis sûre que vous croyez tous que Gontran est un homme qui a brillamment réussi le riche pilier de la famille, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Actuellement, Gontran est un superviseur des ventes de bas niveau dans une médiocre entreprise de logistique. Il gagne un salaire de base plus une minuscule commission, rentrant à peine 3 000 € net par mois. Il claque chaque centime de cet argent en sortant boire des verres avec ses potes et en s'achetant ses propres jouets.
Il ne ramène pas un seul centime dans notre foyer. Depuis 3 ans, les mensualités de l'emprunt, l'électricité, l'eau, les courses, les charges de copropriété, les journées spa de Domitille et la location mensuelle de Zéphirine. J'ai payé pour absolument tout avec mon salaire. Il vit entièrement à mes crochets, se nourrissant comme une sangsue de mon travail. Et vient ensuite ici jouer les grands cadres. De quel droit un parasite absolu comme lui exige-t-il de garder mon argent? Mes mots sont tombés comme une bombe dans la pièce. Les gens ont commencé à chuchoter vivement. Les regards de respect qu'ils avaient auparavant accordés à Gontran se sont rapidement transformés en dégoût et en moquerie. Gontran a baissé la tête, serrant les poings, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'humiliation pure d'être démasqué l'a laissé sans voix. Les mensonges élaborés qu'il avait tissés pour cacher sa propre médiocrité avaient été déchiquetés, laissant une réalité pathétique totalement exposée. Voyant son fils prodige humilié, ma belle-mère a refusé d'accepter la défaite. Son entêtement l'a poussée à continuer à se battre. Elle a frappé la table en verre, me foudroyant d'un regard de défi. « Ne viens pas ici essayer de nous faire peur avec des bouts de papier. Vous êtes mariés depuis 3 ans, vous partagez un toit et un lit. Tu as une responsabilité envers cette famille. Si tu es si intelligente et que tu as tant d'argent, il est de ton devoir de soutenir ta belle-mère et d'aider ta belle-sœur. C'est du bon sens. Tu as fait perdre son travail à ma fille et tu as ruiné la réputation de mon fils. Je ne te pardonnerai pas ça. Demain matin, j'emmène toute cette famille au siège de ton entreprise. Nous apporterons des pancartes et nous ferons un scandale en plein milieu de la défense. Je dirai à tous tes employés et aux membres de ton conseil d'administration que tu es une vipère qui maltraite sa belle-mère âgée et bat sa belle-sœur. On verra combien de temps tu garderas ce titre de directrice générale adjointe après ça. » La menace flottait dans l'air. La tante de Gontran a hoché la tête avec enthousiasme, pensant qu'il s'agissait d'un coup de maître pour me forcer à céder et à signer un chèque massif. Elle pensait qu'en tant que cadre, je serais terrifiée par un scandale de relations publiques. Elles avaient tout faux. Je me suis tenue droite maintenant, un calme glacial. « Vous pouvez y descendre quand vous voulez, Domitille. Mes bureaux sont en plein cœur de la défense. Vous êtes plus que les bienvenus, mais laissez-moi vous avertir d'une chose. Mon conglomérat retient l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus impitoyables de Paris. À la seconde, où vous vous pointerez sur l'esplanade, avec des pancartes, la sécurité privée vous détiendra. Mes avocats déposeront immédiatement plainte pour violation de propriété extorsion et une action civile pour diffamation et entrave au bon fonctionnement de l'entreprise. La loi ne fait pas d'exception pour l'âge Domitille. Alors, préparez-vous à finir vos jours avec un casier judiciaire ou préparez-vous à payer des millions de dommages et intérêts pour avoir nui au cours de l'action du groupe. » En entendant les mots casier judiciaire et millions de dommages et intérêts, le visage de ma belle-mère est devenu blanc comme la craie. Les proches qui approuvaient de la tête ont rapidement détourné le regard fixant leurs chaussures. Personne ne voulait se faire entraîner dans un cauchemar juridique colossal pour les problèmes de quelqu'un d'autre, les voyant complètement intimidés. J'ai décidé de porter le coup de grâce et de détruire toute illusion restante de supériorité morale que cette famille détenait. J'ai regardé froidement Zéphirine qui se recroquevillait actuellement sur sa chaise. « Vous prétendez que j'ai enlevé son travail à Zéphirine. Voulez-vous savoir pourquoi elle a en réalité été licenciée de son dernier emploi il y a 3 mois? Ce n'est pas parce qu'elle a démissionné à cause du stress comme elle vous l'a dit. Elle a été licenciée parce qu'elle a conspiré avec un fournisseur et a empoché 15 000 € de pots de vin illégaux. Le directeur de l'entreprise avait les papiers prêts à être remis au procureur de la République pour détournement de fonds. C'est moi, par pure pitié, pour Gontran, qui ai payé ces 15 000 € de ma propre poche pour régler la dette, afin qu'ils abandonnent les charges et lui évitent d'aller au tribunal et d'avoir un casier judiciaire indélébile. Tant que voleuse, elle a de la chance que je ne la poursuive pas pour récupérer cet argent. D'où sort-elle l'audace de penser qu'elle pourrait un jour être directrice générale déléguée? Zéphirine s'est couvert le visage et a éclaté en sanglots bruyants. Elle est complètement incapable de se défendre, parce que chaque mot était une vérité vérifiée. La mâchoire de ma belle-mère s'est décrochée fixant avec horreur sa précieuse fille. Mais je n'en avais pas terminé. Je me suis tournée vers Gontran portant le coup fatal à sa fausse carrière.
Et votre fils, vous croyez que c'est un saint? Le mois dernier, il vous a dit qu'il s'envolait pour Saint-Tropez et Monaco pour conclure d'énormes contrats, n'est-ce pas? La réalité est qu'il a abusé de sa position pour voler le compte de frais de son entreprise, gonflant les notes de frais et utilisant l'American Express de la boîte pour emmener sa petite sœur faire la fête, gaspillant les fonds de l'entreprise dans des tables VIP et des suites de luxe. Son département comptable a découvert le trou béant dans le registre. Ils m'ont appelé personnellement pour me demander si j'avais participé au voyage, car les dépenses étaient clairement pour 2 personnes. J'ai tenu ma langue pour qu'il essaie de réparer ses propres erreurs, mais aujourd'hui je ne pense plus avoir besoin de couvrir cet hypocrite. La vérité nue était enfin exposée. Les secrets les plus sales et les plus criminels de Gontran et Zéphirine avaient été mis à nu devant toute leur famille élargie. Dépouillée de sa façade de succès et de moralité, la famille Beaumont était exposée pour ce qu'elle était exactement, une bande de menteurs et d'escrocs pourris jusqu'à la moelle. En m'entendant révéler les détournements de fonds de son entreprise, les jambes de Gontran ont littéralement lâché. Il a trébuché en arrière jusqu'à heurter le mur du restaurant. Une terreur absolue et pure a effacé toute trace de couleur de son visage. Gontran savait exactement à quel point son patron était impitoyable. Si le détournement de fonds était confirmé par des preuves tangibles, il ne serait pas simplement licencié. Il ferait face à de graves accusations pénales. Un avenir très sombre a défilé devant ses yeux, licenciement pour faute lourde de dettes écrasantes et une cellule de prison. Toute sa vanité machiste toxique s'est évaporée, remplacée par la pure panique d'un lâche regardant dans l'abîme. Oubliant son image devant sa famille, Gontran a couru vers moi et est tombé lourdement à genoux sur le sol froid en marbre. Il a joint les mains me regardant, avec des larmes coulant sur son visage. Sa voix tremblait dans une supplication désespérée. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. S'il te plaît, Olympe, je t'en supplie, ne dis rien à mon patron. S'ils l'apprennent, je perdrai tout. J'irai en prison. Je t'en supplie. Pour les 3 années où nous avons été mariés, sauve-moi juste cette fois. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui te forçait à t'excuser. » Les cris, ce n'était pas mon idée. C'était ma mère et Zéphirine. Elles m'ont forcé à le faire. Elles m'ont dit que je devais m'imposer pour te donner une leçon. J'étais juste pris au milieu. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, pardonne-moi. Écouter les excuses pathétiques de Gontran m'a donné physiquement la nausée. J'ai baissé les yeux sur l'homme agenouillé à mes pieds pour sauver sa propre peau. Il n'avait pas hésité une seconde à jeter sa dignité restante à la poubelle et à rejeter toute la faute sur la mère qui l'avait mis au monde et sur sa propre sœur. Comment un homme aussi irresponsable et lâche, si prompt à vendre son propre sang, pourrait-il un jour protéger ou apporter le bonheur à une femme? Ma belle-mère, entendant son fils, prodige l'a jeté directement sous les roues du bus, s'est changée en pierre. Elle a porté la main à sa poitrine, sanglotant amèrement face à la trahison ultime du fils, dont elle s'était vantée sans fin. Zéphirine a également commencé à crier, accusant Gontran d'être un traître de la pire espèce. Les regarder se déchirer en lambeaux au milieu d'un banquet d'anniversaire était un spectacle véritablement grotesque. J'ai pris une grande inspiration et une paix étrange et écrasante a inondé ma poitrine. Quitter cette famille était la meilleure décision de ma vie. J'ai ouvert mon sac avec une tranquillité totale et j'en ai sorti un élégant porte-carte de créateur. J'ai extrait une lourde carte de visite cartonnée et je l'ai laissée tomber devant Gontran. La carte a volté doucement pour se poser sur le sol près de ses genoux. C'est la carte de l'avocat qui me représente. Il te contactera demain pour te signifier les papiers du divorce. Je récupérerai chaque centime de mes actifs. Préparez-vous à affronter les conséquences de votre propre avidité et de vos mensonges. C'est terminé. Je ne leur ai pas accordé un seul regard de plus. J'ai tourné les talons et d'un pas ferme et fier, je suis sortie du salon VIP. Les lourdes portes en acajou se sont refermées fermement derrière moi, enfermant tout le chaos, les cris et la pure toxicité de la famille de mon mari. J'ai marché dans le couloir du restaurant, remplissant mes poumons de l'air vif et froid de la nuit parisienne. Mon mariage toxique avait officiellement touché à sa fin.
et je faisais mes premiers pas vers la liberté et la dignité. Mon VTC a glissé doucement sur l'avenue en direction de mon duplex à Saint-Germain-des-Prés. La lueur jaune des lampadaires balayait les fenêtres, projetant des ombres sur mon visage. Contrairement à la tension étouffante que j'avais ressentie quelques heures plus tôt, mon esprit était désormais incroyablement clair. C'était comme si un rocher massif avait été soulevé de ma poitrine. Quand je suis entrée dans l'immense appartement, j'ai allumé les lumières. L'espace s'est illuminé d'une lueur chaleureuse et accueillante. Chaque meuble, chaque œuvre d'art avait été soigneusement sélectionné par mes soins. C'était le fruit de mon travail acharné depuis l'obtention de mon MBA, le nid que j'avais rêvé de construire avec un partenaire décent. Malheureusement, j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Je suis allée dans la suite parentale. J'ai sorti une valise Rimowa et j'ai commencé à emballer mes vêtements. J'avais décidé de m'installer dans un hôtel de luxe du 8 arrondissement pour quelques jours, afin de digérer tout cela et de travailler en paix, m'assurant de ne pas croiser le chemin des personnes que je ne voulais plus. Jamais revoir. Au moment où je finissais de plier un blazer sur mesure et de sécuriser quelques documents importants, j'ai entendu le bip électronique de la serrure intelligente de la porte d'entrée. Immédiatement, la lourde porte s'est ouverte à la volée, claquant violemment contre le mur. Je suis sortie dans le salon et je me suis figée. Gontran, sa mère et sa sœur étaient en train d'envahir ma maison. Leurs vêtements étaient en désordre et leurs visages étaient tordus dans des masques de fureur meurtrière. Un contraste brutal avec leur posture prétentieuse au restaurant il y a à peine une heure. L'embarras écrasant qu'ils avaient subi devant leur famille élargie s'était clairement muté en une rage brute, les poussant à me traquer pour évacuer leur frustration et extorquer tout ce qu'ils pouvaient. Ma belle-mère menait la charge. Balayant le loft à plusieurs millions d'euros de ses yeux, rapidement avides, elle a planté ses mains sur ses hanches et a hurlé au centre de la pièce. « Où crois-tu aller avec ces valises ? Tu as agressé mes enfants et humilié cette famille. Tu crois que tu peux juste partir et que tout est magiquement réparé. Écoute-moi bien, si tu veux divorcer très bien, mais ce duplex et tout ce qu'il contient sont divisés en deux. Tu as été marié à mon fils pendant 3 ans. Les biens sont partagés, c'est la loi. Tu ne sortiras pas d'ici avec tout le magot. » Derrière elle, Zéphirine est également intervenue avec une audace sans borne. Me pointant du doigt, elle a exigé sur un ton qui tenait du manuel d'extorsion. « Exactement. Tu m'as humilié et tu m'as fait renvoyer d'un poste avec un salaire énorme ruinant ma réputation professionnelle. Tu as détruit mon avenir. Tu me dois une compensation. 20.000 euros. Si tu ne fais pas un virement de 20 briques sur mon compte à l'instant même, je ne te laisserai pas passer cette porte. Je ruinerai ta vie. Je te ferai regretter d'être né. » Gontran restait derrière elle, ressemblant au lâche qu'il était. Il n'osait pas croiser mon regard marmonnant des absurdités incompréhensibles, parfaitement satisfait de laisser sa mère et sa sœur faire le sale boulot à sa place. J'ai croisé les bras et j'ai observé silencieusement la performance digne d'un cirque de ces trois-là. Leurs bêtises et leur cupidité n'avaient vraiment pas de fond. Ils ne connaissaient absolument rien aux lois françaises sur le mariage, mais ils adoraient exiger des droits avec la mentalité de vulgaires racketteurs. Je n'étais pas en colère. Et je ne ressentais certainement pas le besoin d'expliquer le régime de la séparation de biens à des personnes qui refusaient fondamentalement de comprendre. Face à des intrus qui s'introduisent chez vous et tentent de vous extorquer, la meilleure réponse n'est pas de discuter. C'est d'utiliser toute la force de la loi. J'ai glissé ma main dans la poche de mon manteau et j'ai saisi mon téléphone prête pour l'appel final, qui allait purger ces parasites de ma vie pour toujours. Je me tenais au milieu de mon immense et luxueux salon et je les regardais calmement hurler pour réclamer des biens et de l'argent. Leurs insultes ne me blessaient plus. Tout ce que je ressentais, c'était un profond dégoût et une détermination glaciale. Je savais qu'avec des personnes qui ne cherchent qu'à voler la sueur de votre front, toute tentative de négociation était totalement inutile. Sans ciller, j'ai levé mon téléphone. J'ai composé le 17 police secours. Puis j'ai inclus le poste de sécurité privée de l'immeuble disponible 24 dans un appel à 3. Je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de l'opérateur d'urgence a résonné clairement. J'ai expliqué la situation d'une voix inébranlable. J'ai donné mon adresse
et j'ai déclaré que 3 individus s'étaient introduits illégalement dans ma résidence, me menaçaient physiquement et tentaient activement de m'extorquer 20 000 €. J'ai ensuite ordonné aux vigiles du hall de monter immédiatement par l'ascenseur pour détenir les intrus jusqu'à l'arrivée de la police nationale. En entendant les mots violation de domicile, menace physique et extorsion diffusés sur le haut-parleur, la couleur s'est entièrement retirée de leurs 3 visages. Ma belle-mère a commencé à bégayer, reculant jusqu'à s'effondrer sur mon canapé en cuir de créateur. Zéphirine s'est changée en pierre, abaissant lentement le bras qu'elle avait utilisé pour me menacer, une panique brute emplissant ses yeux. Gontran, en lâche ultime, a rapidement attrapé sa mère et sa sœur par leurs manteaux, bredouillant frénétiquement qu'ils devaient partir tout de suite avant que les flics ne montent. Moins de 3 minutes plus tard, des bruits de pas lourds ont résonné dans le couloir privé. 4 gardes de sécurité privés massifs et imposants ont franchi le seuil et leur ont sévèrement ordonné de sortir du duplex et de se mettre face au mur pour attendre les autorités. En voyant les gardes, leur fausse bravoure s'est évaporée instantanément. Ma belle-mère s'est levée en tremblant et est sortie la tête baissée sans prononcer un seul mot. Zéphirine s'accrochait au manteau de son frère, ressemblant exactement à une voleuse à l'étalage prise la main dans le sac. Gontran s'est retourné pour me jeter un regard de pur ressentiment mêlé de supplication, mais j'ai froidement détourné les yeux. Dès que la porte s'est fermée et que le silence absolu est revenu dans ma maison, j'ai commencé à purger les restes de mon passé. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier d'urgence. 24. En moins d'1 heure, la serrure intelligente a été complètement vidée et remplacée par un système biométrique à sécurité maximale, garantissant que personne ne pourrait jamais entrer sans ma présence explicite. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et avec quelques frappes précises, je me suis connecté à mon portail bancaire privé. J'ai instantanément annulé et détruit toutes les cartes de crédit avec autorisation que j'avais émises pour Gontran et Zéphirine. Les notifications cartes suspendues s'allumant sur mon écran m'ont procuré une poussée de soulagement indescriptible. J'avais officiellement fermé le robinet de financement des parasites. Le lendemain matin, j'ai engagé un service de déménagement haut de gamme. Je suis resté là sirotant mon café supervisant alors qu'ils emballaient le moindre vêtement et le moindre objet personnel appartenant à Gontran, à sa mère et à sa sœur. Chaque bouteille d'eau de Cologne bon marché, chaque pot de crème pour le visage et chaque objet de mauvais goût a été jeté sans cérémonie dans de grands cartons. J'ai payé le service d'avance et je leur ai ordonné d'expédier le tout directement vers la maison délabrée de ses parents dans la Creuse. Je refusais de garder un seul souvenir de ces déchets dans mon sanctuaire. Le nettoyage a été rapide, total, et complètement dépourvu de pitié. 1 semaine après le scandale, mon équipe juridique avait tout réglé. Le lieu choisi pour signer l'arrêt de mort de cette erreur conjugale était une prestigieuse salle de conférence aux murs de verre dans un cabinet d'avocats de premier plan sur l'avenue Hoche. Je suis arrivé pile à l'heure vêtu d'un tailleur parfaitement coupé, irradiant une confiance absolue. Quand je suis entré dans la pièce, Gontran était déjà là. Il avait l'air physiquement détruit. Il y a quelques jours à peine, il étalait son pouvoir imaginaire. Aujourd'hui, il était pâle, mal rasé, avec de profondes cernes noires, sous les yeux portant un costume froissé et mal ajusté. Mon avocat a fait glisser la convention de divorce et la répartition des biens sur la table en acajou. Elle respectait strictement la lettre de la loi. Le duplex de Saint-Germain-des-Prés et le Range Rover avaient été achetés avant le mariage avec mes propres fonds. Ils restaient ma propriété exclusive. Mes portefeuilles d'investissement et mes comptes d'épargne étaient intacts, comme l'analyse financière l'avait facilement prouvé. Gontran n'avait pas contribué d'1 seul euro à la croissance du foyer. Selon l'accord contraignant, Gontran sortirait du mariage sans 1 seul centime, exactement comme il le méritait. Gontran a ramassé le stylo Montblanc avec des mains tremblantes. Il a feuilleté frénétiquement les pages, cherchant désespérément une faille juridique à laquelle se raccrocher. Mais c'était inutile. Incapable de contenir son amertume, il a levé les yeux vers moi et a craché un reproche plein de venin. « Tu es si cruel, Olympe. Tu as coincé ma famille. Tu crois vraiment que tu vas dormir avec la conscience tranquille. Tu sais qu'à cause de toi, mon entreprise m'a mis à pied sans solde. Ils auditent mes notes de frais, en ce moment même.
Ma mère n'a pas arrêté de pleurer, et personne ne veut embaucher Zéphirine, parce que tu l'as mise sur la liste noire de toute la profession. Tu es heureuse maintenant. Je ne me suis pas mise en colère face à ces accusations ridicules. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu avec un calme écrasant. Ma conscience est parfaitement tranquille. Je n'ai jamais rien volé à ta famille. Au contraire, je vous ai tous entièrement soutenus pendant 3 ans. Si tu es suspendu et que tu fais face à la menace d'une peine de prison, c'est entièrement dû à ta propre avidité et au détournement des fonds de ton employeur. Si ta sœur ne trouve pas de travail, c'est parce qu'elle est incompétente et qu'elle est une voleuse avérée. Et si ta famille est ruinée financièrement, c'est à cause de votre paresse collective et de votre désir de vivre du travail acharné des autres. Tout ce qui t'arrive en ce moment est la conséquence directe de tes propres actions. Ne me blâme pas, signe le papier. J'ai tapoté mon ongle parfaitement manucuré à côté de la ligne de signature sur le jugement de divorce. La seule clémence que je t'offre aujourd'hui est d'avoir choisi de ne pas porter plainte au pénal contre ta mère et ta sœur, pour violation de domicile et extorsion en bande organisée. Débrouille-toi avec ta vie. Ton distributeur de billets personnels n'existe plus. Gontran s'est mordu la lèvre si fort qu'il a failli saigner. La dure et indéniable réalité l'a dépouillé de tout autre mot. Il s'est penché à presser le lourd stylo sur le papier et à gribouiller une signature tremblante qui a officiellement mis fin à notre mariage. En quittant le bâtiment, je l'ai regardé tituber sans but sur le trottoir et j'ai poussé un immense soupir de soulagement. La bataille juridique avait été une victoire absolue et sans faille. J'avais conservé 100% de mes actifs. Plus tard, j'ai entendu par le bouche à oreille que la famille Beaumont avait sombré dans un chaos absolu sans mes cartes Platinum et mes flux de trésorerie. Leur luxueux style de vie s'était évaporé du jour au lendemain. Ma belle-mère, habituée à dilapider de l'argent dans les spas et les boutiques de luxe, devait maintenant compter ses centimes dans les supermarchés discount. Zéphirine, totalement incapable de faire face à la faillite, passait ses journées à crier sur sa mère et son frère. L'appartement exigu et délabré au fin fond d'Aubervilliers, qu'ils avaient été forcés de louer après avoir été expulsés de ma vie, était devenu une zone de guerre quotidienne d'insultes sans fin. Leur faux complexe de supériorité s'était complètement effondré, entraînant avec lui l'amour familial conditionnel fondé sur l'argent dont ils aimaient tant se vanter. Après m'être débarrassé du poids mort de ma belle famille, ma vie a pris un élan brillant. La liberté avait le goût de l'oxygène pur lavant 3 années d'étouffement. J'ai passé mon premier week-end libre à redécorer complètement mon duplex. J'ai arraché les doubles rideaux sombres et déprimants que ma belle-mère m'avait culpabilisé d'accrocher parce qu'elle prétendait que l'esthétique moderne manquait de chaleur. Je les ai remplacés par des stores en lin couleur crème et transparent, laissant le soleil parisien inonder les sols en marbre. J'ai jeté le hideux canapé marron et je l'ai remplacé par un superbe canapé d'angle en velours vert émeraude. J'ai acheté de nouvelles œuvres d'art contemporain et des vases en cristal. Désormais, chaque recoin de l'appartement reflétait mes goûts et mon essence. Se réveiller dans un espace qui n'appartenait qu'à moi me remplissait d'une énergie inépuisable. Et ce n'était pas seulement ma vie personnelle qui s'épanouissait. Ma carrière au sein du conglomérat a grimpé en flèche. Sans les appels téléphoniques extorqueurs incessants de ma belle-sœur ou l'anxiété de rentrer précipitamment à la maison pour cuisiner un repas complet pour ma belle-mère, je me suis investie entièrement dans mon travail. Sous ma direction directe, nous avons lancé une campagne logistique massive basée sur l'IA pour les soldes d'hiver qui a été un succès colossal. Nous avons battu tous les records de vente historiques de l'entreprise. Mon équipe était très motivée et vouait une profonde et sincère admiration à leur DGA. Ce succès dans l'industrie a attiré l'attention des grands médias et le magazine Challenges m'a contacté pour un portrait exclusif. Je suis apparue dans la section Affaires, vêtue d'un tailleur de créateur impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, affichant un sourire débordant de confiance absolue. Lorsque le journaliste m'a demandé quel était mon secret pour équilibrer la vie personnelle et le succès extrême en entreprise, j'ai répondu avec une honnêteté brutale. Le plus grand secret est de connaître sa propre valeur. Une femme moderne ne doit pas seulement chercher à gagner dans les conseils d'administration.
Elle doit savoir exactement comment fixer des limites de fer pour protéger sa dignité dans sa vie personnelle. Le sacrifice aveugle pour des personnes qui fondamentalement ne vous valorisent pas n'est pas une vertu. C'est un acte de cruauté envers soi-même. L'article est devenu viral sur LinkedIn et a servi d'inspiration majeure à d'innombrables femmes du monde des affaires en France. Voir mes citations dans le magazine m'a fait sourire. Maintenir ma position lors de ce terrible banquet d'anniversaire avait été le tournant ultime de ma vie. Environ 1 mois après la finalisation du divorce, ma paix a été brièvement interrompue. Un matin, alors que j'étais en réunion de direction, j'ai reçu un appel frénétique de la réception exécutive. On m'a informé qu'une jeune femme échevelée hurlait mon nom dans le hall, provoquant un scandale monstre et exigeant de me voir à tout prix, sachant exactement de qui il s'agissait. J'ai demandé à la sécurité de ne pas utiliser la force physique pour l'instant, afin de ne pas alarmer les clients VIP présents dans le bâtiment. J'ai pris l'ascenseur privé pour descendre dans le hall portant une épaisse enveloppe cartonnée que j'avais sortie du coffre-fort de mon bureau. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai vu Zéphirine. L'enfant gâtée et arrogante était complètement méconnaissable. Ses cheveux décolorés étaient emmêlés avec des centimètres de racines foncées apparentes. Son visage était émacié et pâle, et elle portait des vêtements bon marché et très froissés. La ruine financière totale avait clairement fait des ravages sur elle. Quand elle m'a vu sortir irradiant de pouvoir dans ma tenue professionnelle haute couture, ses yeux se sont remplis d'un mélange toxique d'envie intense et de profond ressentiment. Elle a couru vers moi hurlant à travers des larmes hystériques. « Olympe, espèce de garce vicieuse, tu nous as poussés à la ruine totale. C'est à cause de toi, parce que tu nous as jetés à la rue et que tu as balancé Gontran à son patron. Ma mère a fait une crise cardiaque foudroyante la nuit. Dernière. Elle est en soins intensifs. Les médecins disent qu'elle a besoin d'un pontage coronarien d'urgence dans une clinique privée et ils veulent des milliers d'euros d'avance. Où diable sommes-nous censés trouver cet argent? Tu es responsable de ça. Donne-moi l'argent pour l'opération tout de suite. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te traquerai pour le reste de ma vie. » Les employés et les clients dans le hall commençaient à murmurer. Elle essayait d'utiliser publiquement la santé défaillante de sa mère pour me culpabiliser et me faire cracher de l'argent. Mais je savais exactement comment ces gens opéraient. J'ai gardé une distance de sécurité et je les regardais avec des yeux de glace. J'ai levé l'épaisse enveloppe, fait sauter le fermoir en métal et j'ai sorti une liasse massive de factures médicales détaillées de l'hôpital américain de Paris. Des reçus pour des suites de convalescence, privées de luxe, et des factures pour des médicaments importés hors de prix, le tout avec le nom de Domitille imprimé clairement en haut. J'ai claqué toute la pile de documents sur la table en verre du hall, juste devant Zéphirine. Les pages blanches, frappées de montants astronomiques, se sont éparpillées sur le verre. Tu me traites de cruel, lis ces papiers, très attentivement. L'année dernière, quand ta mère a eu son premier accident coronarien majeur, qui a payé plus de 30 000 € de sa propre poche pour s'assurer qu'elle est le meilleur chirurgien cardiovasculaire de Paris, qui a payé les dépassements d'honoraires pour sa suite de récupération privée de luxe pendant 1 mois entier, qui a acheté les compléments hors de prix pour sa rééducation. C'est moi à la sueur de mon front. Et pendant ce temps, où était sa famille, ton cher frère était en train d'enchaîner les shots en happy hour. Et toi, tu te plaignais d'être trop fatigué pour aller t'asseoir à son chevet. Ne serait-ce qu'une seule. Naut. Zéphirine fixait la montagne de factures médicales payées les lèvres tremblantes, totalement incapable de formuler un seul mot. J'ai fait un pas en avant et j'ai parlé d'une voix qui a résonné sous le haut plafond du hall. J'ai rempli la moindre once de mon devoir moral, faisant le gros du travail que des enfants totalement inutiles et ingrats comme vous refusent de faire. Et comment m'avez-vous remboursé? Par un mépris absolu des mensonges pathologiques et de la violence physique. Si le cœur de ta mère lâche, c'est le résultat direct du karma et de l'immense stress de voir son fils prodige faire face à une mise en examen pour détournement de fonds, et de voir sa fille être une sangsue désespérée et inemployable. N'ose pas rejeter ça sur moi. Dès la seconde où le juge a tamponné mon jugement de divorce, j'ai cessé d'avoir quoi que ce soit à faire avec ta famille.
Que vous viviez ou mouriez est exclusivement votre problème. Je me suis tournée brusquement vers le chef de la sécurité du bâtiment. Escortez cette femme hors des locaux de l'entreprise immédiatement. Si elle continue à causer des troubles, appelez la police nationale pour la faire arrêter pour intrusion. Le siège de mon entreprise n'est pas un marché aux puces pour que des vagabonds déséquilibrés viennent hurler pour obtenir l'aumône. 2 vigiles robustes ont encadré Zéphirine, l'ont attrapée par les bras et l'ont fait marcher de force vers les portes tambours en verre. Ses cris étouffés se sont estompés de l'autre côté de l'épaisse vitre. J'ai balayé les vieux reçus médicaux dans une poubelle de recyclage à proximité, effaçant efficacement la toute dernière trace de pitié que je ressentais pour eux. La porte du passé était claquée et verrouillée à double tour pour toujours. Quelques mois plus tard, ma vie était magnifiquement stable et profondément gratifiante. Un vendredi après-midi, alors que je sirotais un verre de vin d'un millésime rare dans mon bureau d'angle baigné de soleil, mon téléphone a vibré. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. J'ai instantanément reconnu le ton pathétique et suppliant de Gontran. C'était un mur de texte dégoulinant de désespoir. Il me disait que le procureur de la République avait officiellement retenu les charges pénales et qu'il allait absolument aller en prison en raison de la gravité du vol d'entreprise. Il a écrit à quel point il pleurait. Il a essayé d'invoquer les souvenirs de nos débuts. Il m'a supplié de le renflouer et de lui donner une dernière chance, jurant sur sa vie qu'il serait un mari parfaitement soumis si je me remariais avec lui et si je payais son avocat pénaliste. J'ai lu le message sans absolument rien ressentir. Aucune pitié, aucune haine persistante, juste rien du tout. Les gens ne ressentent des remords que lorsque les conséquences de la justice défoncent enfin leurs portes. Je ne suis pas une sainte, ni un centre de recyclage pour personnalités toxiques. J'ai bloqué le numéro et supprimé le message, réduisant définitivement cette voix au silence dans l'univers. Par le biais de vieilles connaissances communes, j'ai fini par apprendre le sort final de cette famille. Gontran a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et est allé en maison d'arrêt, anéantissant complètement son avenir afin de payer la restitution à son entreprise et de réduire légèrement sa peine. Sa mère a été forcée de vendre à perte la maison familiale dans la Creuse, les laissant sans un sou vaillant. Domitille et Zéphirine ont définitivement déménagé dans un appartement minuscule et décrépit dans l'un des pires quartiers d'Aubervilliers. Une pauvreté écrasante et des dettes insurmontables ont fait qu'elles passaient chaque heure de la journée à crier et à se rejeter mutuellement la faute de leur misère absolue. Une punition profondément amère et entièrement méritée pour leur orgueil démesuré. En apprenant la nouvelle, j'ai juste pris une gorgée de vin. Je ne me réjouissais pas activement de leur destruction totale, mais je savais, avec une certitude absolue, qu'ils ne faisaient que récolter exactement ce qu'ils avaient semé. Quand on construit toute sa vie en marchant sur la tête des autres, la chute inévitable n'est qu'une question de temps. Laissant la toxicité dans le rétroviseur, j'ai décidé de me récompenser et de récompenser les personnes qui m'aimaient vraiment. J'ai demandé 2 semaines de congé et j'ai organisé des vacances européennes ridiculement luxueuses pour mes parents. Pendant des années, je les avais négligées parce que ma belle famille exigeait tout mon temps et mes ressources. Nous avons commencé par une suite éblouissante 5 étoiles à Florence et nous avons terminé dans un chalet privé dans les Alpes suisses Hagstad. Voir la joie pure et sans mélange sur les visages de mes parents alors qu'ils contemplaient les montagnes majestueuses a rempli mon âme à ras-bord. Mon père m'a pris la main et m'a dit que quels que soient mes titres ronflants d'entreprise ou mon mariage raté, pour eux je serais toujours leur petite fille qui méritait d'être protégée. Debout sur le balcon dans les Alpes, j'ai respiré l'air pur et glacial. Toute douleur persistante du passé avait été entièrement balayée par le vent des montagnes. J'ai souri alors que le soleil du matin se levait sur les sommets. J'avais complètement réécrit l'histoire de ma vie, non pas par ressentiment amer, mais par un féroce amour-propre, en amputant le poids mort pour faire place à mon époque la plus brillante. Ainsi s'achève l'histoire d'Olympe. Elle nous laisse une leçon d'une grande valeur. L'avidité et l'égoïsme galopant sont le poison absolu de toute relation. La tolérance est une belle qualité, mais la soumission aveugle et inconditionnelle ne sera jamais, au grand jamais, la clé du bonheur.
Si vous remettez votre gentillesse à des personnes qui fondamentalement ne la méritent pas, vous ne devenez pas un saint. Vous devenez leur outil. Une femme doit forger sa propre valeur indéniable, afin que personne ne puisse jamais piétiner sa dignité. Le karma est très réel, et ceux qui survivent grâce à la tromperie et à l'exploitation finissent toujours par s'écraser au sol, tandis que ceux qui se respectent farouchement vivront toujours pour voir le soleil se lever à nouveau. La vie est incroyablement courte, alors assurez-vous absolument de ne donner votre amour qu'à ceux qui l'ont mérité, et marchez toujours la tête haute.